AES est résolument engagé dans ce processus de refondation. Actualité de nos frontières au Vatican, c'est l'attente de la fumée blanche, synonyme de nouveau pape. Les 133 cardinaux électeurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur un nom hier soir. Dans le plus grand secret, les cardinaux entament ce jeudi le deuxième jour d'un conclave très ouvert. 2 scrutins sont au programme au cours de la journée. En sport, la Fédération malienne de dromadaire organise son activité phare de l'année. Il s'agit du Salon international de dromadaire qui s'ouvre ce jeudi au stade du 26 mars de Yirimadio. Et hors du continent, en football, Ligue des champions d'Europe, la finale opposera l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. C'est une lettre que personne ne veut recevoir, mais qui fait partie du système judiciaire. Il s'agit d'une convocation judiciaire. Quoi faire quand on reçoit une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? Élément de réponse en fin de journal dans la chronique judiciaire. Le journal Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. C'est par un décret pris en Conseil des ministres hier que les activités des partis politiques et des associations à caractère politique ont été suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Pour mieux expliquer cette décision, le ministre en charge de la communication a rencontré hier après-midi l'ensemble des fêtières de la presse. L'objectif de cette rencontre est de mettre les médias à contribution afin de mieux expliquer le bien fondé de cette décision. Suivant un extrait de l'intervention du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alamdouag Ilienne, est au micro de Alousseni Touré. Sur les hautes instructions du président de la transition, rencontré aux principaux responsables des fêtières des médias et des organes de presse, et pour leur donner des explications par rapport au décret qui a été pris de suspension temporaire des activités des partis politiques et des associations politiques. Le message, c'est d'abord de les informer que cette suspension a été prise, elle a été imposée par les circonstances du moment, à savoir d'abord les circonstances sécuritaires. Vous savez bien que le Sahel et notre pays traversent une période de forte activité terroriste. Il y a aussi les nécessités de préservation de la paix sociale et de l'ordre public qui sont de la responsabilité du gouvernement, afin qu'elles édifient le peuple par tous les moyens qui sont à leur disposition. Et aussi préciser que cette mesure n'est pas définitive. Ce n'est pas une restriction éternelle des activités politiques, mais elle est tout simplement temporaire et elle sera levée dès que les conditions qui l'ont exigée ne seront plus là. Nous travaillons au niveau du gouvernement avec notre peuple pour que vraiment nous sortions le plus rapidement possible de cette situation. L'article 39 de la Constitution exige par une loi, que c'est une loi qui va procéder à l'organisation des partis politiques. Et des décisions ont été prises récemment par le gouvernement pour abroger la charte des partis et les statuts, n'est-ce pas, du chef de file de l'opposition. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà la partie des écoutes au niveau du CNT afin qu'une loi sorte le plus tôt possible pour réorganiser les partis politiques et la vie politique nationale afin qu'elle soit plus appropriée et plus conforme aux intérêts du peuple malien. À l'instant, donc, les précisions de Alamdouag Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Autre actualité, visite au Mali des représentants de 14 pays donateurs de OCHA. Une visite qui fait suite à une mission de plaidoyer du ministre de la Santé et du Développement social en faveur du plan de réponse humanitaire 2025 du département. Ils sont venus pour confronter le plan de réponse aux réalités du terrain en vue de voir dans quelle mesure mobiliser des ressources. C'était à la faveur d'une rencontre avec la ministre en charge de la Santé. Les explications de Boubacar Bablé Touré. Le Mali a l'honneur cette année pour la traditionnelle mission de suivi des membres des pays donateurs de soutien de OCHA. Une visite qui intervient après une mission du ministre en charge de la Santé en janvier dernier à Genève, où elle a fait un plaidoyer lors de la conférence des donateurs. Plaidoyer en faveur du plan de réponse humanitaire au titre de 2025. Un plan finement élaboré par les services techniques sous la houlette du département de la Santé et du Développement social. Ces représentants de 14 pays donateurs de OCHA sont donc venus confronter le dit plan de réponse aux réalités du terrain en vue de son financement. C'est Vienne Michel Sen, chef de la délégation OCHA. Pour arriver à nos fins, nous devrons travailler en étroite collaboration et nous devrons avoir les informations précises afin d'atteindre le bout du tunnel. La crise financière nous apprend que les activités qui ont été menées depuis très longtemps ne doivent pas être prises à la légère et les différents plans qui ont été mis en place doivent être tous inclus. Ce plan révèle que 6,4 millions de personnes, soit 27% de la population, ont besoin d'assistance et de protection en termes d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire, d'hydraulique,
d'abris, entre autres. Pour la mise en œuvre de ce plan de réponse, l'État malien, à travers le ministère de la Santé, compte mobiliser auprès de ses partenaires près de 450 milliards de francs CFA. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Au regard des avancées positives enregistrées dans le cadre de la restauration de la sécurité, de l'autorité de l'État et de la gouvernance, il s'agira pour nous de nous engager ensemble dans la dynamique de relèvement et de renforcement de la résilience des populations affectées par la mise en œuvre des solutions durables. La stratégie humanitaire sera basée sur 3 principes fondamentaux, à savoir le caractère libre, volontaire et informé du choix et de l'option de l'installation. La responsabilité première de l'État de mettre en place les conditions de réalisation des solutions durables avec l'accompagnement des partenaires. La participation des personnes déplacées, des rapatriés, des réfugiés, des retournés et des communautés hôtes au processus de recherche de solutions durables. Et le ministre de se montrer confiante quant à l'engagement de OCHA en faveur de ce plan de réponse. AES, actualité. J'étais disant dans les titres, bientôt la Confédération des États du Sahel sera dotée d'un hymne. L'adoption de ceci va permettre de faire vibrer et galvaniser davantage le peuple de l'AES, résolument engagé dans un processus de refondation. Le comité d'experts composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens est à Bamako pour adopter un hymne qu'il va soumettre demain vendredi au ministre en charge de la culture de l'AES. Le point de la cérémonie avec Aridio Matina. Après le logo et le drapeau, la Confédération des États du Sahel s'active à créer l'hymne de l'AES. Le comité d'experts chargé de faire ce travail est à pied d'œuvre à Bamako. Engagé dans un processus de refondation et d'affirmation de l'identité, l'adoption d'un hymne constitue un symbole fort pour la Confédération. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous voulons les mêmes choses pour nos pays. Nous partageons la même culture d'un hymne qui va nous faire résonner davantage. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Refléter, qui va s'inspirer de nos valeurs ancestrales, de cette quête de souveraineté, mais aujourd'hui qui va affirmer l'identité commune de ces États du Sahel. Le travail d'adoption de l'hymne avance à hauteur des souhaits pour mettre en place un hymne reflétant la quête de souveraineté du peuple de l'AES. Salia Malé, président de la réunion des experts. Nous avons passé en revue les propositions des 3 pays selon les critères de l'écriture, les critères de l'originalité, de la précision, de la clarté du texte, de l'ancrage du texte dans le patrimoine culturel des 3 États. Et il faut que ça soit un hymne qui galvanise les peuples. Abdou Adamou, ambassadeur du Niger au Mali. L'hymne, c'est vraiment un symbole important pour la Confédération. Ça doit refléter la détermination de 3 chefs d'État qui sont engagés pour défendre la cause de la Confédération, pour l'intérêt de la population de la Confédération. Dambélé Sanon Julien, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Cela va nous permettre désormais, quand nous allons nous retrouver au niveau de l'AES, de chanter notre hymne et être fiers de chanter notre hymne de l'AES. Les experts assurent de parvenir à un hymne qui va répondre aux aspirations du peuple de l'AES. L'initiative présidentielle Faso Mbembo est également en marche. Adoptée en octobre 2024 en Conseil des ministres, et là nous sommes au Burkina Faso. Faso Mbembo est la traduction de la volonté du président du Faso d'accélérer le désenclavement et de donner un nouveau visage à l'aménagement urbain des grandes villes du Burkina. La phase pilote de cette initiative a commencé depuis quelques semaines à Ouaga. Plus de 9 km de rues ont été déjà bitumées sur une prévision de 10 km. Le dossier est signé Alima Yogo de la radio du Burkina. Difficile de se rendre dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou sans remarquer des rues revêtues de bitume et des terre-pleins centraux de pavés. L'initiative Faso Mbembo bat donc son plein dans la capitale burkinabé. Pour Mariam Zoumbra, une riveraine, l'initiative permet d'impulser une nouvelle dynamique à l'aménagement urbain. Comme la saison des pluies même va commencer d'ici là,
Les pavés vont nous permettre d'éviter vraiment beaucoup les inondations et autres. En tout cas, j'invite tous les Burkinabés à apporter leur contribution. L'initiative a rendu la circulation plus fluide, se réjouit Cheikh Ouedraogo. À l'ancienne, cette route-là n'était pas praticable. Franchement, quand il pleut comme ça, les eaux, à la limite, on ne pouvait même pas passer. La dynamique ainsi lancée bénéficie du soutien de personnes qui épousent la vision du président du Faso pour un Burkina Faso plus moderne et inclusif, au dire du superviseur Abdoulaye Kaboré. Tout ce que vous voyez, comme ciment, sable, granit en poudre, ce sont des bonnes volontés qui nous ont donné pour faire les pavés. De l'avenue du Burkina au mémorial Thomas Sankara, en passant par les rues de l'agence d'information du Burkina et du bureau burkinabé du droit d'auteur, les travaux de pavage donnent un nouveau visage à la capitale burkinabé. Pour s'assurer de la bonne exécution des travaux sur les différents chantiers, le coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso Mebo effectue fréquemment des visites terrain. Le commandant Ahmed Sakandé. Il y a plusieurs artères qui sont déjà pavées, réalisées par des volontaires au niveau. Que tous les PDS adoptent et épousent cette initiative. La composante 2 de l'initiative Faso Mebo est donc sur de bons rails. L'exploitation des ressources endogènes dans sa mise en œuvre permet non seulement d'amoindrir les coûts de réalisation des travaux, mais aussi de valoriser l'expertise locale. Après Ouagadougou, ce sera le tour de Bobo Dioulasso d'accueillir l'initiative. Au Niger, les éléments de la gendarmerie nationale en service dans le département de Bermo ont réussi un coup de filet en mettant la main sur un trafic de carburant et de drogue. Cette moisson a été présentée hier au gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, en mission de travail dans cette localité. Compte rendu Sandana Tayi de la radio du Niger. Les initiatives régionales en matière de lutte contre l'insécurité sous la houlette du premier responsable de la région sont en marche. Un fraudeur du carburant a été appréhendé à Oursina, département de Bermo, par les éléments de la gendarmerie en mission de surveillance du marché de la dite localité. Ce fraudeur en provenance du Nigeria voisin était en possession de 780 comprimés de tramadol, 3000 comprimés de D5, 35 bidons d'essence de 25 litres chacun, une somme de 5200 naira et autres moyens de communication, le tout transporté dans un véhicule. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, s'est rendu au bureau de la préfecture de Bermo pour transmettre aux autorités locales, responsables et éléments des forces de défense et de sécurité les remerciements, encouragements et félicitations des autorités de la refondation. Saisie qui démontre à suffisance le lien entre les différents trafics. C'est pour dire qu'à chaque fois que vous avez un trafic, dites-vous quelque part qu'il cache un autre, qu'il peut s'agir aussi d'un trafic d'armes. Donc, c'est le lieu ici de vous exprimer toute la gratitude de la population de la région de Maradi, en général et particulièrement celle de Bermo. Le trafic de quelque nature soit-il se conjugue avec d'autres pratiques malveillantes dont seule prudence et vigilance permettent d'éradiquer, a martelé le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman. Actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, le gouvernement se prépare pour la grande fête de la Tabaski qui aura lieu le 7 juin. Un conseil interministériel s'est penché sur la question de l'approvisionnement en moutons. Une batterie de mesures a été prise pour faciliter l'acheminement des bêtes et surtout lutter contre le vol de bétail qui explose dans le pays. Pour la Tabaski, les besoins sont estimés à plus de 800 000 moutons, près de 580 000 viendront de l'élevage local et environ 250 000 seront importés notamment du Mali et de la Mauritanie. Pour faciliter leur arrivée, le gouvernement a décidé de supprimer les droits et taxes à l'importation. En République démocratique du Congo, le parti de Joseph Kabila annonce reprendre ses activités politiques. Son parti estime que l'arrêté pris le 19 avril par le ministère de l'Intérieur qui lui ordonnait de suspendre ses activités politiques sur toute l'étendue du territoire congolais est levé d'office. La mesure avait été prise à la suite de l'annonce du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans le pays par Goma.
Au Soudan, certains dirigeants imputent directement à Abu Dhabi les attaques de drones contre Port Soudan, attribuées jusqu'à présent aux forces de soutien rapide contre lesquelles se bat l'armée soudanaise. Les vagues d'attaques de drones successives qui frappent la ville de Port Soudan depuis le week-end dernier sont désormais directement imputées aux Émirats arabes unis par certains responsables soudanais. La dernière attaque à date a pris pour cible la base navale Flamingo, la plus importante que le pays possède sur la mer Rouge, dans la matinée d'hier, mercredi. Le sud-est de la Centrafrique secoué par une nouvelle flambée de violence. Des combattants issus de la communauté Zandé, qui avaient pourtant signé un accord pour intégrer l'armée centrafricaine et être formés par les Russes il y a un an, ont repris donc les armes dans la région de Omumbu. Depuis une semaine, ils s'en prennent aux militaires centrafricains et aux mercenaires russes de Wagner dans les zones de Zemio et de Mboki. Dernière information, nous sommes au Vatican. Les 133 cardinaux chargés d'élire un successeur à François sont entrés en conclave hier pour désigner le 267e pape de l'Église catholique. Le premier tour de vote n'a pas permis de trouver un pape. De la mince cheminée métallique fixée sur le toit de la chapelle Sixtine, la fumée annonciatrice qui est sortie à 21h était noire, signifiant l'absence de choix. Lorsqu'un pape sera élu, la fumée sera blanche. Eh bien, ce premier tour a surtout permis de jauger les forces en présence. Dans le plus grand secret, les cardinaux chargés d'élire le prochain pape entament ce jeudi le deuxième jour d'un conclave très ouvert. 2 scrutins sont programmés au cours de la journée. Allez, du sport à présent, pendant qu'il est 7h15. Football, Ligue des champions d'Europe. La finale opposera l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le handball, l'équipe nationale junior du Mali en partance pour la Mauritanie pour le Challenge Trophée a reçu le drapeau national. La Fédération malienne de dromadaire organise également son activité phare de l'année. Il s'agit du Salon international de dromadaire qui s'ouvre ce jeudi au stade du 26 mars à Yirimadjo. Et football, ici à Bamako toujours, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier à la primature l'équipe nationale de football U17. Abdoul Karim Kaba nous édifie par rapport à tout cela. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier à la primature l'équipe nationale de football des moins de 17 ans. Les poulains de Amadou Djefla Diallo étaient venus remercier les autorités pour les efforts consentis en vue de leur participation à la dernière CAN au Maroc. Ils ont également sollicité de meilleures conditions pour préparer la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde prévue au Qatar du 3 au 27 novembre prochain. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre en charge des sports et le vice-président de la Fédération malienne de football. Reportage signé Mamari Koné et Alou Touré. Les gens fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. L'hymne national pour faire vivre la fibre patriotique, standing ovation pour les vice-champions d'Afrique à la primature. Après avoir apporté très haut le drapeau du Mali lors de la CAN 2025 au Maroc, l'équipe nationale U17 est reçue par le Premier ministre et chef du gouvernement au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour le premier vice-président de la Fédération malienne de football, l'équipe était en mission au nom de la nation. Nous étions en mission. Moussa Sylvain Diakiti. Les couleurs du Mali. Et on a voulu ce matin vous présenter la coupe. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons démérité, mais on a manqué de paix. Comme vous le savez, le succès, ce n'est pas de l'accident. C'est à la suite d'un travail acharné, bien fait. Et nous avons été soutenus, accompagnés par notre département, le ministère des Sports. Nous savons que le Mali traverse aujourd'hui un moment très difficile. Très difficile. Et notre rôle, c'est d'amener la cohésion à travers le football. Quand on parle de football, on parle de cohésion sociale. Le capitaine de l'équipe nationale U17, Issa Tounkara, a salué les efforts consentis par les autorités pour la participation du Mali à la CAN. Après avoir obtenu la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar du 3 au 27 novembre 2025, le joueur de l'entraîneur Amadou Djefla Diallo souhaite une bonne préparation pour une participation de qualité à ces rendez-vous.
Le Premier ministre a salué le parcours éloquent de l'équipe nationale U17 à la CAN au Maroc. Un parcours au cours duquel elle s'est illustrée par des victoires éclatantes en quart de finale et en demi-finale avant de tomber les armes à la main en finale face au pays organisateur. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je suis particulièrement heureux cet après-midi de vous accueillir ici à la primature au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, premier supporter des sélections nationales, afin de magnifier la récente performance de nos braves footballeurs cadets de moins de 17 ans, vice-champions d'Afrique, à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. En effet, c'est après une partie âprement disputée contre le pays organisateur, le Maroc, que vous avez perdu suite à l'épreuve fatidique de tir au but. Je me dois de prendre la parole pour remercier cette brillante équipe grâce à ses qualités technico-tactiques, sa bravoure et son sens élevé du patriotisme. Par conséquent, je ne saurais occulter de manifester ma plus grande reconnaissance à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement de cette jeune équipe tout au long de ce tournoi. Cet accueil à l'endroit de nos vaillants footballeurs cadets traduit notre reconnaissance de valeur et de socialisation dont le sport en est un vecteur. Le chef du gouvernement a adressé ses remerciements aux joueurs, au ministre en charge des sports, à l'encadrement ainsi qu'à la Fédération malienne de football avant de souhaiter un bon parcours à l'équipe à la Coupe du Monde Qatar 2025. La Fédération malienne de dromadaire organise son activité phare de l'année. Les salons internationaux de dromadaire s'ouvrent ce jeudi au stade 26 mars de Rimadio. Au cours de ces salons, il y aura plusieurs activités. Pour le président de la commission d'organisation de ce salon, non moins secrétaire général de la Fédération malienne de dromadaire, le salon sera riche en activités. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Ag Addo. Il est interrogé par Sedagatou Sissi. Au cours de ces salons internationaux de dromadaire, nous avons fait une table ronde. Une table ronde où nous allons avoir des éleveurs, des chercheurs, des passionnés du dromadaire qui vont discuter sur des thématiques dont les thèmes, les dromadaires moteurs de résilience, d'innovation et de cohésion sociale. C'est aussi une immersion univers où des traditions séculaires innovantes et des opportunités économiques se rencontrent. Aujourd'hui, on a une nouvelle fédération créée le 21 juin 2021 sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et qui a déjà rapporté un premier prix en 2021 au Koweït. Nous organisons aussi chaque année des courses de dromadaires avec les festivals Vivre Ensemble pour permettre aux chameliers de faire leur performance et de pouvoir sélectionner les meilleurs dromadaires. Et nous avons jugé nécessaire de faire aujourd'hui, déloger cette activité au nord pour le faire à Bamako. C'est pourquoi c'est une nouvelle activité, une activité innovante. Nous appelons toutes les communautés à venir vraiment manifester, célébrer cet animal emblématique avec nous, le stade du 26 mars. Handball à présent, l'équipe nationale junior du Mali en partance en Mauritanie pour le Challenge Trophée a reçu le drapeau national. C'était au département des sports et des mains du secrétaire général du département. Cette remise des drapeaux est une mise en mission des handballeuses juniors pour cette compétition. La compétition se déroulera du 13 au 17 mai prochain en Mauritanie. Elle regroupera 7 pays de la zone. Football, Ligue des champions d'Europe, la finale opposera l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Elle se jouera le 31 mai prochain à Munich, en Allemagne. En deuxième demi-finale, jouée hier, le Paris Saint-Germain a battu Arsenal par 2-1 et 3-1 sur l'ensemble des matchs. Déjà mardi, le FC Barcelone a été écarté par l'Inter Milan. 7-6, score à l'issue des 2 rencontres. La finale se jouera donc le samedi 31 mai prochain. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le décalage en athlétisme. Pendant une compétition en athlétisme, il n'est pas rare de voir que les athlètes ne soient pas sur la même ligne de départ que pour la même distance. Cela s'appelle un décalage. Et ce décalage répond à des principes. Isaac Chenou en rediffusion nous en parle. Après les 200 mètres, 400 mètres, d'autres épreuves sont concernées par le décalage. En ce qui concerne par exemple les relais 4x400 et 4x200, sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, quelle distance parcourt-on réellement en fonction de chaque couloir? La réponse avec Adam Ankouné, officiel technique international. Il y a une différence avec le relais 4x400 qui est une course à 3 virages. 3 virages sur le nombre d'équipes dépasse 4. Si le nombre d'équipes dépasse 4, donc il y a un 400 complet en couloir
et plus un virage pour le deuxième coureur. Donc ce décalage fait 3 fois le décalage des descentes. Donc le décalage des descentes, c'est 3,52 m entre le premier couloir et le deuxième, et 3,83 entre les autres jusqu'au 8e couloir. Au relais 4x4 qui fait 3 virages en couloir, donc c'est ces distances multipliées par 3, ce qui donne 10,56 m entre le premier couloir et le deuxième couloir, et 11,49 m entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. On maintient les 11,49 jusqu'au 8e couloir. Et le relais 4x descend maintient aussi les mêmes distances au décalage au départ. Les 4x descend se courent exactement comme les 4x400. D'autres épreuves comme les demi-fonds obéissent à la règle de décalage. Adam Kone, ITU. Les 800 se courent premier virage en couloir. Dans les grandes compétitions, obligatoirement. Et on a le droit de mettre 2 athlètes dans un couloir dans les petites compétitions. Et ils font le premier virage en couloir. Et ce décalage est la même chose que le décalage des 200. Aujourd'hui, les courses de fond peuvent être concernées par le décalage. Là, ça dépend du nombre. Par exemple, les 5000 ou les 10 000 mètres. S'il y a beaucoup de concurrents dans la compétition, donc on divise les concurrents en 2 groupes. Donc le premier groupe sur la ligne de départ normale. Le deuxième groupe sera placé dans le 5e couloir avec le décalage des descentes. Dans toute épreuve en athlétisme, des commissaires qui font office d'arbitre veillent aux empiétements des athlètes sur la règle de la compétition. Chronique judiciaire. Je vous l'annonçais dans les titres. Vous avez peut-être une fois reçu une lettre qui a bouleversé votre vie. Il s'agit là d'une convocation judiciaire. La procédure est prévue dans les codes pénaux. La convocation est un document qui angoisse et brûle la peau de la personne convoquée. Et oui, derrière la convocation se cachent des histoires humaines douteuses, des enjeux juridiques et parfois des vies en suspens. C'est quoi la convocation judiciaire ? Quoi faire quand on reçoit une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? Élément de réponse avec Gary Boupérou. D'une apparence élémentaire, une convocation judiciaire suscite dans bon nombre de cas l'inquiétude, voire l'angoisse. Et si vous êtes appelé à comparaître soit comme témoin, soit comme partie civile ou prévenu, en tous les cas, cette étape est le début d'un processus légal. Maître Youssouf Badian Keïta est avocat inscrit au barreau du Mali depuis 1995 et pour lui, la convocation est une procédure bien encadrée par les dispositions nationales. Je vous donne lecture de l'article 86 du Code de procédure pénale. Je cite, « Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. » L'article 74. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Et l'alinéa suivant dispose, « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront, le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique. » Au visant de la procédure pénale, que la convocation en matière pénale est un acte de la procédure pénale qui permet d'inviter une ou plusieurs personnes devant une autorité compétente. La convocation a plusieurs origines. Elle peut être émise par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Il est important de répondre à la convocation. Ne pas répondre pourrait y avoir des conséquences. La convocation ne peut pas être délivrée par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Je rappelle l'article 242-40 du Code pénal. Seront punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 120 000 francs. Ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Pour les personnes convoquées, l'assistance d'un avocat est souvent recommandée, voire obligatoire selon la nature de l'affaire. L'avocat prépare son client et s'assure que ses droits sont respectés pendant toute la procédure. Quand vous recevez une convocation, c'est pour vous notifier les charges qui pèsent sur vous, et si vous êtes témoin, de vous dire que vous êtes témoin dans telle affaire. Vous n'êtes pas poursuivi. Et si vous avez subi un préjudice, vous êtes partie civile. Au moment opportun, vous serez cité à comparaître devant qui de droit. Et si vous êtes prévenu, non détenu, vous recevrez une citation.
Et si c'est devant les juges d'instruction, vous êtes appelé à être entendu sur des faits précis. On ne doit aucunement empêcher un citoyen convoqué de ne pas se faire assister par l'avocat de son choix. Parce que là, c'est une garantie et c'est une disposition de la loi communautaire, notamment le règlement numéro 5 UMOA, qui réglemente la question d'avocat dans tous les États de l'UMOA. Dès que vous présentez votre avocat au niveau de l'unité d'enquête, l'unité d'enquête est tenue de recevoir votre avocat, de vous entendre en sa présence constante. Le rôle de l'avocat est fondamental. D'abord, du point de vue psychologique, ça rassure les citoyens. Et à l'ensemble de votre avocat, vous pouvez dire, je ne peux pas parler sans mon avocat. Rassurante ou redoutée, la convocation est une étape cruciale dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Il est donc essentiel de répondre avec sérieux et diligence parce que le non-respect pourrait entraîner les conséquences fâcheuses comme un procès par contumace. Ainsi prend fin ce journal qui vous a été présenté par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, la page météo suivra également la présentation de Moussa Koulibaly sur les avis communiqués. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente journée à tous sur le RTM. Sur les ondes. Le temps.